Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission sur l'entrepreneuriat au féminin qui éveille les consciences. Nous y partageons l'expérience de femmes inspirées et inspirantes pour vous aider à entreprendre en toute conscience. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même et deviens qui tu es ». Mon invitée du jour est Lucille Pétavin, conférencière, historienne spécialiste des droits des femmes et autrice du livre Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Le thème de l'émission aujourd'hui est les valeurs. Mes chroniqueuses Anne Guillou, Catherine Leroy, Dr Caroline Mekiedje, Marly Sobdafo, Isabelle Watts et moi-même allons en parler. Est-ce que nous les avons identifiées? Pourquoi est-ce absolument nécessaire de les identifier? Et qu'est-ce qu'elles impliquent pour nous? Alors, l'émission est en direct. Donc, si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. Mon invité du jour est Lucille Pétavin, conférencière, historienne, spécialiste des droits des femmes et l'autrice du livre Le coût de la virilité. Bonjour Lucille, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie. Alors ton livre parle de la construction des comportements asociaux par sexe, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes dans leur manière de se comporter. Et tu dis que cette différence coûte environ 95 milliards d'euros par an à la France. Ce coût implique la prise en charge des criminels, des victimes et des collatéraux. Mais c'est énorme, 95 milliards d'euros. C'est énorme. C'est juste incroyable. Alors c'est énorme, c'est tout à fait colossal puisque près de 100 milliards d'euros par an, c'est équivalent à peu près au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid. Mais encore, il faut savoir que c'est largement sous-estimé, et ça, je tiens à le préciser, Ah oui. parce qu'il y a des difficultés à avoir accédé aux statistiques. Il y a un grand nombre d'infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès aux statistiques ventilées par sexe, et puis aussi parce qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une procédure pénale, et donc on ne peut pas les compter dans le calcul. Ah oui, en plus, donc oui, c'est beaucoup plus que ça alors, à ce moment-là. Voilà, ça donne déjà un ordre de grandeur, mais effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Hmm. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Alors, je crois que c'est en observant les hommes, leur comportement, effectivement, dans la rue, dans la société. Et j'ai tout de suite remarqué que, eh bien, ils étaient plus souvent les auteurs des faits délictuels, hein, de violences, de délinquance. Et donc, je suis allée chercher les chiffres. Et effectivement, je n'ai pas été déçue. Surtout qu'au départ, je suis tombée sur le chiffre de la population carcérale masculine en France, qui représente 96,3% du total. Ah oui, Donc encore. effectivement, là, je me suis dit qu'il y avait un sujet à creuser, surtout que c'est quelque chose dont on ne parle presque jamais. Et alors, je sais qu'en France, souvent, c'est difficile de mettre la main sur certains chiffres. Est-ce que ça a été facile d'avoir ces chiffres-là, 96% pour les hommes qui sont incarcérés en France? Est-ce que c'était facile d'obtenir ça? Alors, il y a certains chiffres qui sont facilement accessibles. Effectivement, les 96% pour la population carcérale, mais aussi, voilà, on sait que 80% des mises en cause par la justice sont des hommes, que 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir les chiffres par type d'infraction. Et là, je dois dire que ça a été le plus gros de mon travail pour écrire le livre. Ok. Wow. Tu dis que si l'éducation des filles et des garçons était différente, ça réduirait les comportements à risque et violents des garçons et des hommes. Alors, pour revenir un peu aux chiffres que tu donnes, en France, les hommes sont responsables de la plupart des comportements asociaux. Ils représentent 84% des auteurs d'accidents routiers mortels, par exemple. 92% des élèves sanctionnés pour violence, donc même, ça commence même déjà là, à Tout à l'école. fait. C'est 86%
des mis en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, pour ne citer que ces chiffres-là. Mais ça veut dire que, en fait, quelque part, ça exclut la jante féminine de presque complètement, parce qu'on est à 90% presque à chaque fois dans ces chiffres-là. Effectivement, si on regarde la population dans son entièreté, on s'aperçoit que 51% de la population, à savoir les femmes, eh bien, commettent de la délinquance et de la criminalité dans des proportions beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importantes que les hommes. Et effectivement, ces chiffres font un petit peu froid dans le dos puisque ils nous indiquent que eh bien, les ministères de la Justice et de l'Intérieur fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et donc que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels est bien le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et cela, quel que soit le milieu social, l'âge des auteurs ou leur niveau d'éducation. Oui. Et tu dis aussi quelque part dans le livre que ça commence très tôt, c'est-à-dire qu'à l'école, quand un enfant, un garçon, commet pas un délit, mais a un comportement un peu agressif, on va lui pardonner facilement en disant oui, mais c'est pas grave. Effectivement, on part du principe qu'il y a quelque chose de naturel chez les garçons, chez les hommes, qui les pousserait à avoir ces comportements agressifs. Oui, Et je pense qu'il faut être très clair sur ce point. La science ne fait pas le lien entre l'agressivité des hommes et la nature, leur nature. Voilà, la biologie indique très clairement que ce n'est ni le cerveau ni la testostérone, parce qu'on parle souvent de la testostérone, hein, c'est un argument qui revient sans cesse. oui, Or, les dernières études sur le sujet montrent bien que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. oui, Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Donc là, on voit bien l'importance des rôles sociaux qui sont attribués aux garçons, notamment d'être les plus forts à travers la virilité et l'influence justement sur ce niveau d'hormones. oui. Mais en aucun cas, la testostérone n'est responsable de l'agressivité ou de la violence des hommes. Et j'aime beaucoup, par exemple, au début de ton livre, quand tu repars très très loin, au tout début de l'homme, enfin de l'humain, de l'humanité, et que tu dis que la femme, elle était chasseuse, et que par rapport à tout ce qu'on nous a dit, que c'est pas forcément l'homme qui sortait pour aller chercher à manger, pour donner, pour nourrir la famille. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors effectivement, ça fait partie, alors j'ai appelé ça les mythes, c'est un mythe qui légitime encore Oui, aujourd'hui, voilà, comme je le disais, la violence des hommes, puisqu'on dit, mais déjà au Paléolithique, au temps des oui, cavernes, c'était les hommes qui chassaient, donc voilà, ça, de tout temps, ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Or, ce n'est pas vrai, puisque aujourd'hui, les dernières études de paléohistoire nous montrent que les femmes aussi chassaient, que les femmes aussi avaient du pouvoir, que les rapports étaient beaucoup plus égalitaires entre les hommes et les femmes au Paléolithique, et que visiblement les inégalités se sont creusées à partir du Néolithique, donc vers moins 12 000, avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. mhm, Et là, effectivement, il y a sur les squelettes des femmes que l'on a retrouvées des traces beaucoup plus systématiques de violence, de privation de nourriture, etc. Donc on voit bien que la domination masculine est une construction sociale, et qu'à ce titre, on peut la déconstruire. ok, waouh, c'est colossal le projet aussi. Je suis très pressée d'entendre. Enfin, je reviens déjà au Paléolithique. Comment, alors, les hommes, les traces qu'on a retrouvées sur les femmes, du fait qu'ils sont devenus sédentaires, ça veut dire qu'ils se battaient pour la nourriture, c'est ça? Et on privait les femmes.
En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a eu une division sexuée des rôles, Oui, notamment dans le travail, et une domination du masculin sur le féminin. Et on le voit bien justement avec ces traces de violence. oui. Et c'est un moment où la virilité, donc la force incarnée par les hommes, c'est véritablement justement incarné dans les armes en métal qu'ils utilisaient. OK. Et donc nous avons hérité de tout ça quelque part, finalement. Effectivement, on s'aperçoit que la domination masculine remonte à loin, Oui. voilà, plusieurs milliers d'années. C'est Et effectivement, aujourd'hui, les féministes, les droits des femmes sont quelque chose de nouveau, on peut dire, à l'aune eh bien, de l'échelle de l'humanité. et hem et ce qui est compliqué aussi avec les constructions sociales, je te le disais tout à l'heure un peu off avant de commencer l'émission, c'est que, nous répétons. C'est-à-dire que même les féministes les plus aguerries, si on va vraiment leur poser la question et leur demander, mais est-ce que dans les faits, je te disais que moi j'ai un garçon et une fille, j'ai une fille et un garçon, et que en lisant ton livre et en prenant conscience de certaines choses, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu je n'ai pas appliqué, on va dire, la même éducation, sans en plus vouloir être sexiste en plus à la base. Hein. Je veux dire, parce que je me considérais comme quelqu'un qui faisait attention à ce genre de choses. Mais en lisant ton livre, voilà, il y a des choses qui sont... par exemple, dans le livre, tu parles de... euh, comment je vais dire à ma fille, si tu sors, fais attention, ne rentre pas trop tard, parce que tu vas te faire agresser. Alors que si mon garçon, enfin mon fils, y sort, je ne vais pas forcément avoir le même discours. Mm. C'est fou comment on a récupéré cette construction et que même en faisant attention, même en étant féministe, on reproduit quand même ces comportements. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Eh bien, effectivement, ce sont des schémas culturels qu'on a tous intégrés parce qu'on a été toutes et tous finalement éduqués avec ces schémas et on les transmet de génération en génération de façon pas toujours consciente. Oui. Mais les études enfin, de sociologie, de sciences de l'éducation montrent très clairement qu'effectivement, malgré voilà, des efforts certains Oui. chez beaucoup, eh bien, on n'éduque pas les garçons comme les filles, on ne sociabilise pas les garçons comme les filles, c'est-à-dire qu'on ne leur transmet pas les mêmes valeurs, les mêmes normes pour vivre en société. Oui. Et effectivement, c'est ce qui est à l'origine finalement des comportements asociaux beaucoup plus nombreux chez les garçons que chez les filles. Oui, donc oui, tu parles d'acculturation. L'acculturation des femmes à des comportements humanistes et celle des hommes à la violence sont le fruit du système culturel qui se perpétue de génération en génération. C'est, mais qu'est-ce que concrètement, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait sortir de ces schémas? Mmh. Alors, je pense qu'effectivement, la première chose, c'est la prise de conscience, Mm. parce que les mécanismes par lesquels cela passe sont très bien identifiés par les études. Par exemple, on sait que dès les premiers jours de la vie des enfants, alors que les bébés filles et les bébés garçons se comportent exactement de la même façon, Oui, on ne va pas projeter sur eux la même chose, on ne va pas avoir les mêmes attentes si on a en face de nous un bébé garçon ou un bébé fille. Par exemple, avec les garçons, donc, on sait que voilà, dès les premiers jours, on a des rapports beaucoup plus toniques avec eux, donc on valorise la force physique, mm, que l'on verbalise beaucoup moins les sentiments avec les garçons qu'avec les filles. Par contre, on valorise chez eux la colère. Par exemple, lorsqu'on lit des histoires aux petits garçons, on surjoue la colère beaucoup plus qu'avec une petite fille. Également, on est beaucoup plus permissif avec les garçons, donc leurs comportements perturbants sont moins sanctionnés, ils sont beaucoup plus libres de leurs mouvements, ils sont moins sensibilisés au danger. Là, c'est tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, voilà, des précautions que tu prenais avec ta fille ou ton fils, oui, voilà, pour leur sortie. Et donc, voilà, dès les premiers jours, finalement, les adultes, les parents, l'entourage, eh bien, on construit comme ça un terrain favorable aux futures conduites déviantes des garçons. Et c'est souvent quelque chose qui est minimisé parce que
on va se dire: «Oh, c'est des jeux, c'est Oui, innocent, voilà, c'est pas si grave». Et pourtant, effectivement, la violence, elle, va s'immiscer très tôt dans les jeux des garçons, avec les jeux de bagarre, les jeux de bataille, pardon, avec les armes factices. Voilà, aujourd'hui, sur les jouets, c'est quelque chose, enfin, c'est un sujet qui fait débat, mais il oui, faut savoir que encore aujourd'hui, dans 90% des cas, dans un catalogue de jeux, quand il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. oui. Et puis, il y a évidemment toute la culture, hein, avec les livres, Les avec les films, films, oui, dans lesquels, encore aujourd'hui, les héros sont des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est souvent légitimée pour sauver le monde ou que sais-je. Et donc, on sait que les garçons développent une appétence pour cette violence et une identification à ces personnages. Voilà, donc effectivement, on voit bien que tout cela relève d'une construction qui se joue dès les premiers jours de leur vie. et donc j'aime bien, il y a une phrase quelque part, je sais pas, je l'ai surlignée: «On ne naît pas homme, on le devient». Tu dis quelque chose comme ça? Ou, Oui, je dis on ne naît pas homme violent, on le violent, devient. voilà, on le devient. Et c'est très optimiste finalement comme phrase. Mais oui, ça veut dire que quelque part, nous pouvons faire quelque chose. Ça veut dire Tout que à fait, oui, oui, on peut agir et voilà et quand, je parle de tous ces mécanismes bien identifiés, c'est là-dessus qu'il faut agir et se demander, voilà, quand on parle de valeurs, quelles valeurs je transmets à mon garçon, oui, comparées à celles que je transmets à ma fille, et finalement tout cela a pour but de transmettre une éducation beaucoup plus humaniste, aux garçons. oui. Donc introduire, un peu plus de sensibilité, introduire peut-être une poupée comme, comme jouet aux garçons. Pendant que je parle de ça, je pense à, un de mes frères qui vit à Paris. Donc son fils, sa compagne a donné une poupée à son fils. Et donc lui il m'appelle, il me dit, bah écoute, je suis un peu perturbée. Je fais comment ça? Il me dit, bah elle lui a donné une poupée quoi. Elle est en train d'en faire une nana. C'est pas normal. Et donc je dis, mais qu'est-ce qui est pas normal? Explique-moi un peu. Il dit, mais c'est un petit mec. On va pas l'éduquer comme une nana. Mais il n'avait pas d'autres mots pour mais je sentais que, quelque part, ça revient à ce que tu dis. C'est comme s'il était touché dans sa virilité à lui, qu'on donne une poupée à son fils qui était encore un petit bébé. Tu Mmh. vois? Oui, Donc, c'est ça, et les résistances autour de de la déconstruction de la virilité sont extrêmement fortes. oui, Là, effectivement, tu parles de la poupée, donc on aurait pu lui répondre: «Bah, c'est bien, il deviendra un bon père, il s'occupera de ses enfants, voilà, il partagera les responsabilités parentales plus tard avec sa femme, c'est un bon début». Oui, oui, effectivement, il y a de très, très fortes résistances. Et là, l'exemple de la poupée, mais on est en 2021, 22 maintenant, et oui. il est quasiment impossible de mettre un t-shirt rose à un Ah petit ben oui. garçon. Parce qu'en fait, comme le dit très bien voilà, le proche que tu as eu au téléphone, les hommes ne doivent surtout pas être des femmes parce que c'est dégradant d'être une femme. Alors qu'on voit que eh bien, l'éducation qu'on donne aux filles et aux femmes eh bien, quand même construisent des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société, voilà, avec des comportements quand même qui ont des effets beaucoup, beaucoup plus positifs sur la société que l'éducation virile qu'on donne aux garçons. Oui. Et oui, ça manque beaucoup d'empathie d'empathie, de sensibilité. Plus brutalité et virilité pour les garçons. Euh, et tu dis que finalement, les hommes et les femmes sont victimes de cette construction, car au final, les hommes considérés comme faibles sont tout aussi violentés que les femmes et les enfants. Mmh. Oui, c'est très important. En fait, on est toutes et tous victimes de la virilité. Bien sûr, les femmes, dans un premier temps, par, les violences machistes, systémiques Oui, que l'on subit. Voilà, on parle des féminicides, une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon aujourd'hui en France. oui, Je ne citerai que ce chiffre alors que les violences subies par les femmes, voilà, sont très étendues, sont très diverses et relèvent toutes d'un continuum,
voilà, qui découlent de la misogynie. Mais effectivement, il y a aussi les hommes qui en sont victimes. Alors voilà, les hommes efféminés, hein, une fois de plus, ce mépris pour tout ce qui relève du féminin, les faibles, les intellos, etc. Au collège, par exemple, c'est dramatiquement visible. Et puis, il y a aussi les hommes qui répondent aux injonctions de la virilité. Par exemple, si on prend les prises de risque Oui. que vont prendre ces hommes-là, parce que pour prouver qu'on est fort mentalement et physiquement tout au long de sa vie, ça a un coût. Et les études nous indiquent que 75% des morts sur la route, par exemple, sont des hommes. Qu'à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Oui. Que 80% des cancers liés à l'alcool ou au tabac concernent des hommes. Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, eh bien, les hommes ont 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Oui. Donc, je pense qu'il serait important que les hommes comprennent qu'ils ont eux aussi beaucoup à gagner à sortir de ces schémas virilistes. Wow. Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Le coût de la virilité, c'est avec Lucille Pétavin. Lucille, on s'en va vers la fin de cette interview. Je ne sais pas si les filles, les chroniqueuses, vous avez une question ou une remarque. Nous allons parler des valeurs aujourd'hui et je pense que c'est un bon début de commencer avec ce livre-là parce qu'on est en plein dedans. Quelles valeurs est-ce que je vais communiquer à mes enfants? Quelles valeurs est-ce que je vais leur apprendre? Est-ce que ça sera la brutalité pour les enfants, les garçons, la virilité, la force? Il y a cette phrase que nous disons facilement, mais t'es un mec, t'es un petit mec, tu peux pas pleurer. On le dit sans prendre conscience de ce que ça installe dans la tête de ce petit gars qui sent déjà toute la responsabilité du monde à ne pas exprimer ce qu'il est en train de ressentir. Bah oui. Bah oui, mais je pense aussi que on a beau essayer de ne pas lui... Moi, j'ai éduqué mon fils en lui interdisant les armes à la maison. Donc, il n'avait pas de jouets. Mais après, il est allé sur les Ouais. PlayStation et Ouais. il s'y est trouvé tout seul à un Ouais. moment. Donc, il y a de l'inné et de l'acquis aussi. Hein. Donc, et il y a l'ensemble de la société Ouais. qui amène à faire des choses comme ça. Par contre, l'autre jour, je l'ai vu avec un sweat rose. Et donc, je me suis dit qu'il n'était pas si viril dans le machisme, dans la... je ne sais plus comment ça s'appelle. Lucille Lucie vient de parler. Oui. Donc, et je crois que c'est aussi générationnel. La génération de mon fils qui a 21 ans, ils ont été élevés dans la mixité directement. Tandis que moi, j'étais dans une école de filles et les garçons, c'était de l'inconnu. Et eux, ils étaient dans des écoles de garçons avec là encore plus de différenciation. Oui, du coup, la génération de mes enfants, eux, sont plus dans déjà l'interdépendance. Ils sont beaucoup moins dans la peur du sexe opposé. Ils sont beaucoup plus, voilà, on se câline, on se touche, on est amis, beaucoup plus simplement. On va continuer dans cette voie-là alors. Beaucoup plus simplement que nous l'étions avec plein d'a priori. Oui, avec plus de mixité. Ouais. Mais cette fois-là, comme tu dis, Lucille, pas seulement en famille, mais que le système, en fait, c'est tout le système qu'il faut changer. Parce qu'au cinéma, si, comme tu dis Isabelle, je donne pas une arme à mon fils à la maison, mais qui va au cinéma et qui voit, je sais pas, Action Man ou Hulk ou je sais pas quoi, tous ces super-héros qui sont armés ou qui ont des super-pouvoirs, bah voilà, il va s'identifier à ces héros-là, il va s'identifier à ce qu'il va lire. Oui, Anne, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, je me demandais, c'est une question pour Lucille. Ok. On a parlé du contexte familial et en fait, je me posais la question au niveau de l'enseignement, parce que bon, c'est évidemment aussi, je pense, une part importante de ce qu'on inculque plus ou moins consciemment à nos enfants et à nos adolescents. Est-ce que, Lucille, tu as étudié un peu particulièrement ce domaine-là, cette question ?
Alors, sur l'enseignement scolaire, on s'aperçoit qu'effectivement, le système de punition va entretenir la masculinité virile chez les garçons, puisque ils vont considérer les punitions un petit peu comme des trophées, et ils vont montrer aux yeux de leur père, parce que la virilité se construit beaucoup dans les yeux des pères entre garçons, et bien voilà qu'ils ont une résistance au système, et quelque part, ils sont des durs. Donc le système de punition à l'école peut être effectivement remis en question lorsqu'on l'étudie à l'aune de la virilité. Après, voilà, je n'ai pas de solution, mais effectivement, c'est important de le souligner à mon sens. Caroline voulait dire quelque chose. Quelqu'un d'autre veut poser une question, faire une remarque? Oui, bon après-midi à toutes et merci beaucoup pour ce partage. Je suis arrivée un petit peu en chemin, mais c'est très captivant tout ce que tu présentes, et Lucille, hein, si j'ai bien Oui, capté, je c'est m'excuse. Lucille, oui. Alors, et ça m'a projeté vraiment dans mon adolescence, où j'ai eu un cousin qui était venu à la maison et justement, j'avais remarqué qu'il était très particulier. Il était, entre guillemets, efféminé. Il ressemble beaucoup à une femme et du coup, il était assez sensible, très sensible même. C'est vrai qu'il le présentait un petit peu dans sa façon de marcher, avec des cheveux, l'afro, mais beaucoup plus comme l'afro pour une femme, quoi. Et bon, moi, je me suis toujours considérée aussi comme une E.T., comme une extraterrestre depuis quand j'étais plus jeune, parce que je ne retrouvais pas ma place dans ce monde. Et lui aussi, du coup, on s'est bien entendu. Alors, ma question, aujourd'hui, quand j'y repense, maintenant, je comprends beaucoup de choses et les parallèles par rapport à cela. Mais il avait par contre un peu de mal, aussi bien dans la famille que dans la société. Alors, lui, déjà, je ne sais pas d'où ça lui venait d'être comme ça. Mais ma question donc pour toi et peut-être pour les autres, c'est justement comment protéger justement une personne qui dans sa construction a perçu, même inconsciemment d'abord, cet intérêt ou cette importance de la sensibilité, de l'émotivité, de la compassion, et comment le protéger de ses pairs, de la société et de l'environnement par rapport effectivement à un jugement qui va venir de l'extérieur et qui peut être très violent et probablement le transformer, le changer et brutalement. Merci. Je peux commencer? Oui, Lucille, Ouais. vas-y. Alors je pense que le travail que l'on fait là de discussion, de valorisation finalement des valeurs féminines est très important. Puisque si voilà, quand on s'aperçoit qu'un garçon, eh bien, adopte des comportements féminins, surtout ne pas le brimer et le rabaisser pour ça, parce qu'effectivement, on va créer du sexisme, on va créer de l'homophobie, mais prendre conscience que justement, c'est quelque chose qui est positif, puisque les comportements dits féminins ont des effets beaucoup plus positifs sur la société. Donc je pense que cette prise de conscience-là est très importante justement pour accompagner ces hommes qui veulent justement changer et ne pas adopter de comportements virils. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter? C'est une fameuse question. C'est une vraie question. Oui. Là, Parce que voilà, Amina dirait, il y a aussi la numérologie et les dates de naissance Oui. et avec quoi on vient sur Terre. Oui. Et il se peut, et c'est vrai, il y a des personnes qui viennent avec du féminin, ce sont des hommes. Il y a des femmes qui viennent avec du masculin. Donc on a un bon potentiel de yin et de yang à l'intérieur de nous, et il y a juste à accueillir et pas à vouloir transformer la personne dans ce qu'elle n'est pas. Voilà, dans ce qu'elle n'est pas. Et d'où l'importance de prendre à se connaître vraiment et à voir est-ce que c'est éducationnel, est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce que cet enfant peut être mis en valeur pour ces qualités-là. Mais c'est de nouveau, je parle de mon expérience avec mon fils qui était aussi comme ça, super sensible. Et je lui disais surtout te défends pas, sois plus diplomate, ne frappe pas. Jusqu'au moment où il a quand même été victime de harcèlement vers 13-14 ans en humanité. Et il en a vraiment souffert. Et là, j'ai peut-être été
trop fort dans ce côté respecte tes valeurs, respecte les autres. Et puis, j'ai dû le changer d'école à cause de ce harcèlement. Et quand il s'est fait agresser la première fois dans la nouvelle école, il a pris le gamin par la cravate ou par le col et lui a dit, et lui a mis sa tête par terre. Il lui a dit, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et depuis, tout le monde l'a respecté dans cette école-là. Il a pu reprendre sa posture de masculine, on va dire. Et en même temps, là, je me suis dit, je l'ai peut-être voulu trop le transformer à cette paix intérieure, cette paisibilité que l'enfant n'a pas nécessairement et il doit traverser. Il doit traverser ces passages dans des phases féminines et des phases masculines, et en tout cas se trouver. Mais en même temps, je pense que de lui avoir appris ça n'a pas empêché qu'il prenne sa place et qu'il comprenne qu'il était peut-être temps de hausser le ton. Oui, sans tout à fait. être nécessairement dans une vraie violence. Voilà, mais tout à fait. De juste mettre dire, son cadre tout de suite. De prendre sa place. Voilà. Oui, ce qui est important, c'est qu'il ait trouvé la solution. Oui. Je pense que ça, c'est à retenir parce que mon enfant a été aussi victime de harcèlement. Et il a changé d'école et ça s'est plus reproduit. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, un ado ou un enfant qui est pris en grippe par ses camarades et qui n'a pas de recours. Ça, c'est très, très difficile à vivre. Donc c'est vrai que le positif ici, c'est qu'il a su réagir et trouver la solution pour lui-même pour s'imposer. Oui. Et je veux dire, c'est souvent des enfants très sensibles qui sont pris en grippe. Absolument. Parce que justement, ils sont un peu différents. Ils ne se positionnent pas tout de suite de la même façon. Ils ont cette partie plus sensible. Oui. Et c'est un peu, on tire sur l'ambulance. Tu voulais dire quelque chose? Oh, pardon, Anne. Oui, je voulais dire que justement, ce qui est dommage, c'est que ce sont les victimes qui se remettent en question. Oui. Voilà. Et c'est parce qu'on vit dans un monde où justement règne encore la loi du plus fort que finalement, ça va être aux victimes de trouver la solution, aux parents presque de s'en vouloir d'avoir donné une éducation trop humaniste. Alors, je comprends parce qu'effectivement, on vit dans ce monde-là, mais c'est extrêmement dommage et finalement, ce n'est pas dans ce sens-là que les choses devraient être. Ok, on va... Alors, Lucille, si tu veux rester avec nous, tu pourras rester avec nous. Mais si tu voulais, si quelqu'un arrive maintenant qui nous écoute et veut partir avec une phrase ou quelque chose, un mot de la fin par rapport à Le coup de la virilité, ce livre qui est vraiment incroyable, je conseille à tout le monde. On y apprend énormément. Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Je suis avec Lucille Pétavin, qui est historienne, conférencière et l'autrice de ce livre. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui nous prend maintenant là? Eh bien, je dirais que finalement, si on veut construire une société beaucoup plus pacifiste, avec des êtres beaucoup plus altruistes, dans laquelle on économiserait des dizaines de milliards d'euros chaque année, où on économiserait aussi des souffrances, voilà, des décès, des victimes, etc. Et bien que la solution, on l'a sous les yeux, finalement, on l'applique déjà pour la moitié de la population. C'est-à-dire qu'on donne une éducation beaucoup plus humaniste aux femmes, qui ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc, donnons aussi cette éducation humaniste aux petits garçons. Ok. Merci infiniment, Lucille.